c'est à Grasse que nous allons débuter cette aventure. Sous-préfecture du département, Grasse et ses ruelles tortueuses offrent aux visiteurs ses maisons à arcades, ses superbes hôtels particuliers, ses belles villas du XVIIIe siècle, ainsi que de nombreuses fontaines. Pour cette première visite, c'est Bérengère Andréau qui nous accompagne. Cette jeune chorégraphe qui revendique haut et fort ses origines grassoises a été formée dans les meilleures écoles de danse du pays. Partout où elle va, elle aime représenter sa ville et son pays. Curieuse et enthousiaste à l'idée de faire découvrir sa région et ses nombreux secrets. Autrefois, Grasse était une ville de tanneurs, un artisanat dont les matières utilisées étaient particulièrement nauséabondes. Un tanneur grassois, soucieux du nez de ses clients, a alors l'idée de parfumer ses peaux. La reine Catherine de Médicis, à qui il offrit des gants fleuris, va populariser cela dans toute la haute société européenne. Au XVIe siècle, Grasse devint ainsi la capitale mondiale du parfum. Après avoir déambulé dans la ville, Bérengère nous emmène dans un lieu aux 1000 couleurs et aux 1000 senteurs, où elle a donné rendez-vous à Irina Zorikina-Nessa, parfumeuse professionnelle venue d'Oural, en Russie. Là-bas, on voit Grasse, tu vois? C'est joli ici, la vue. Pourquoi on dit Grasse, capitale mondiale de la parfumerie? Parce qu'à Grasse, il y a un microclimat qui est très particulier et qui est très bien pour les fleurs. La terre, elle est prodigieuse et il y a beaucoup d'eau ici. Ces conditions géologiques et climatiques extrêmement favorables ont poussé les tanneurs à se diversifier. Des nouveaux métiers ont éclos, comme celui d'Irina, qui jouit d'un odorat particulièrement développé. Il lui confère le pouvoir d'associer les matières premières issues des arbres, des fleurs et des herbes pour exprimer une idée et transmettre une émotion à travers différentes associations olfactives. Chaque plante, chaque fleur a des bienfaits. Bien sûr. Par exemple, quand tu sens la lavande, ça t'apaise, ça te calme. Par exemple, si tu n'arrives pas à dormir, ça peut t'aider. Donc il faut que je m'arrête de sentir, en fait, c'est ça, avant de tomber de sommeil et d'aller dans les bras de Morphée, c'est ça? C'est ça. Alors on va s'arrêter là. Et lorsqu'il s'agit de la confection d'un futur parfum, Irina n'a pas d'équivalent dans le pays grassois. Pour la voir à l'œuvre, les deux amies se rendent à la parfumerie Gallimard, l'un des fleurons de l'industrie du parfum, qui depuis le XVIIIe siècle perpétue la tradition de son fondateur. La création d'un parfum obéit à un rituel précis très ancien. On va composer avec 3 étapes. On va commencer par les notes de fond. Après, on va passer dans les notes de cœur et on va finir avec les notes de tête. Les différences entre les 3 notes, c'est la volatilité. Dans les notes de fond, tu trouveras beaucoup de notes assez lourdes, assez chaudes, comme la vanille par exemple, les bois comme santal, des muscs. Tu sais, c'est les notes qui durent plus longtemps. Après, on va monter vers les notes de cœur. Les notes de cœur, c'est le caractère de ton parfum. Ici, tu vas trouver beaucoup de fleurs, des fruits. Et on va finir avec les notes de tête. Les notes de tête, c'est les notes les plus volatiles. C'est juste pour ouvrir, attirer vers la fragrance. Mais toutes les notes, tous les 3 niveaux, si je peux dire ça, ils sont connectés, ils sont en connexion. Très bien, j'ai compris. Je suis prête. Oui. On peut y aller. Confortablement installée près de l'orgue à parfum, un lieu doté de 40 fragrances différentes, Bérengère va devoir sélectionner les notes olfactives qu'elle préfère. Ça sent la fantaisie. Il te fait penser à quoi? C'est la fantaisie, c'est comme un... Tu sais, comme ces bonbons à l'époque qu'on mettait sur la langue et ça faisait pshhh, comme ça. Ben, c'est ça. C'est l'effet de surprise. J'adore ça. C'est très frais. Oh là là. Ah, et ça, je sais pas, mais ça moi, ça m'émeut, ça. Je sais pas pourquoi. Ah, j'adore. Je te jure, ça me ferait pleurer. Une fois la palette des parfums sélectionnée, Irina entre en jeu. Ses dosages sont subtils, quelques gouttes suffisent pour révéler un parfum à son destinataire. Et au bout de plusieurs minutes de savant dosage, la magie opère.
S'il te plaît, tu mets sur ta peau, ici, où il y a le pot. Et tu sens sur ta peau, parce que sur mouillette, c'est différent. Et le parfum, il a besoin de chaleur de notre peau et mouvement. Ok, on y va. Dans cette odeur, il y a toutes tes émotions d'aujourd'hui. C'est exactement ça. Ça sent la diversité, c'est comme un feu d'artifice d'émotions, de sensations. En tout cas, merci beaucoup Irina de m'avoir accompagnée dans cette création. Vraiment. Si comme Bérengère, vous souhaitez vous aussi qu'un parfumeur professionnel vous confectionne votre propre fragrance, poussez la porte de ces célèbres artisans. Le lendemain matin, Bérengère part à la découverte d'un magnifique et minuscule village escarpé, Gourdon. Situé seulement à quelques kilomètres de Grasse, Gourdon est un village forteresse, construit au Moyen-Âge. Et c'est avec Michel Ribeiro, un passionné d'histoire, que la visite débute au sommet du Belvédère. Bien, tu vois, C'est regarde, magnifique. ce village a été construit parce qu'il y avait des Sarrasins qui étaient à Saint-Jean-Cap-Ferrat qui faisaient des razzias. Donc, ils ont construit un château pour pouvoir se défendre. Et regarde la vue que tu as. Si l'ennemi arrive, on le voyait arriver facilement. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y avait moins d'arbres que maintenant, parce que tout le terrain était cultivé. Donc, l'ennemi ne pouvait pas se cacher, on le voyait arriver de loin. La déambulation continue à travers les nombreuses ruelles du village. Très étroite et tortueuse, elle permettait d'abriter un maximum de gens au sein de la forteresse et d'être coupée du vent. Par là, on arrive où alors? À l'église. D'accord. On va passer devant l'église. Ah, c'est charmant. Tu vois là, c'est l'église Saint-Vincent. D'accord. Elle date du XIe siècle. Le clocher, par contre, lui, est un peu plus récent. Il est du XIXe siècle. Et tu vois ces jolies ferrailles, là, elles sont bien travaillées. On appelle ça des clés. On perce le bâtiment de part en part, on chauffe la barre de fer qui est dedans, on visse de l'autre côté, et quand le fer se rétracte, ça me permet de maintenir le mur assez droit. D'accord, ça solidifie l'édifice. Voilà. Alors là, Michel, on arrive au château? Oui, là, c'est une tour du château. Alors, tu vois, la tour, elle ne paraît pas haute. Comme le seigneur de Gourdon, les Lombards, pendant la Révolution, avaient des idées modernes. Ils étaient pour la Révolution. Donc, les gens de Gourdon ne lui ont pas détruit le château. Ils ont simplement réduit un petit peu la hauteur des tours. Ce château est un lieu fortifié depuis la haute antiquité. Il résista tout au long de l'histoire aux invasions et aux guerres qui ensanglantèrent la région. Possession des comtes de Provence jusqu'au XIIIe siècle, toutes les grandes familles nobles de la région s'y sont ensuite succédées. Aujourd'hui propriété privée, le château est fermé au public. Avant de se quitter, Michel et Bérengère prennent un sentier qui part de Gourdon et descend dans la vallée du Loup, le chemin du paradis. Et ce chemin, il vaut mieux avoir à le descendre. Pourquoi on dit le chemin du paradis? Alors, il y a plusieurs versions. La première, c'est que les gens qui cultivaient la terre en bas au pont du Loup, quand il y avait quelqu'un qui décédait, pour venir l'enterrer au cimetière, on montait le cercueil à dos d'homme et on disait qu'on l'amenait au paradis. D'autres disent que c'est parce que quand tu montes ce chemin qui fait 2,5 km, mais qui a un dénivelé de 500 mètres, tu dis, voilà, là, je gagne le paradis. Voilà, c'est pour cela que ce chemin s'appelle chemin du paradis et il est réputé pour les marcheurs et beaucoup de gens le font, le pratiquent souvent. D'accord. Après avoir quitté Gourdon et descendu le fameux chemin du paradis, Bérengère rejoint la vallée et un chef renommé, Emmanuel Ruse. Morvando d'origine, après une brillante carrière auprès des meilleurs restaurants de France et à l'étranger, Emmanuel ouvre son propre restaurant, le Loup Fassume, à Grasse en 2004. Un nom associé à une spécialité provençale qu'il va réaliser pour Bérengère. Emmanuel, bonjour. Bonjour Bérengère. Bonjour. Alors Bonjour. on est ici dans ton potager, c'est ça? Eh oui, Et c'est là que la recette démarre. ça commence, voilà. On est en train de cueillir un petit peu d'herbes aromatiques et les fleurs. Ouais. Parce que la recette, c'est un plat traditionnel grassois. Mais en plus, moi, je rajoute des fleurs parce que la fleur à Grasse, clin d'œil. c'est les parfums, c'est le soleil. On va préparer le chou. Maintenant, on va aller préparer le fassoum. Voilà, comme Et il y a ça, quelques gouttes d'eau on qui le fait tombent, peut-être à l'intérieur? ça serait mieux. Alors on y va. Ouais.
repas dominical et familial, le loup fassume était autrefois un plat de fête aux ingrédients coûteux. Choux farcis à la viande de porc, au riz et aux petits pois nouveaux. On va déjà séparer les feuilles du chou, les grandes feuilles, les plus belles feuilles, qui vont nous servir pour habiller le fassumier. C'est quoi, le Donc, fassumier? Le fassumier, c'est un filet qui sert à reconstituer le chou avec la farce. On va le serrer avec cette partie-là, on va le tendre, et il va redonner cette forme en cuisant. Il va se serrer et donner la forme du chou. La première étape consiste pour Bérangère à réaliser la farce. Voilà, Bérangère, tu vas te relever les manches. C'est déjà fait. On va me mettre au travail maintenant, c'est ça? Et tu vas piocher dedans. C'est Alors, vrai, tu j'y vas vais? bien... Vraiment? Ouais, J'y vais? ouais. Très bien. Tu vas bien... Déjà, la viande, tu la prends Bien en bien. main. Et après, tu rajoutes à fur et à mesure les ingrédients. Voilà. Eh ben, si on m'avait dit qu'un jour je ferais ça. Mais ça vaut une salle de fitness. Hein, Ah, pour mais les je suis bras. d'accord. Non, mais... Une fois les feuilles de chou blanchies, Emmanuel s'en sert pour chemiser le plat dans lequel on met la farce. J'écrase? Écrase, aplati. D'accord. Aplati et t'en mets partout. D'accord. Ça m'amuse. Hein. On va remettre feuille de chou. D'accord. On fait autant de couches qu'on veut, quoi. La feuille est l'idéal parce qu'elle recouvre presque toute la farce. Voilà. Et on recommence la farce. Donc là, il est terminé. Là, il est terminé. Alors là, on prend la ficelle, le bout de la ficelle. Ouais. Vas-y, je te le Voilà. tiens. Voilà, Ah, super. le chou. Et on va le plonger dans le bouillon. Je l'ai bien réussi. Hein. Magnifique. Ouais. Bravo. Je suis fière de moi. Pour finir, Emmanuel a fait chauffer jusqu'à ébullition une grande marmite remplie d'eau salée. Le fassume y est plongé pour cuire environ 2 heures. Le temps de cuisson dépend de la grosseur du chou. Reste une étape, la dernière et la meilleure, la dégustation. Ça donne envie. On y va? Voilà, on voit les grains de... Oui. Les petits pois, le riz, on voit tout le détail de ce qu'on a mis, les ingrédients qu'on a mis à l'intérieur. Voilà, comme c'est bon. La dernière étape de ce voyage en Pays de Grâce nous emmène en altitude, à une 40aine de kilomètres au nord de la capitale du parfum, dans le domaine du Haut-Tourinque. Depuis 2005, les bisons d'Europe et les chevaux sauvages de Przewalski ont été réintroduits dans ce site grandiose de 700 hectares. Autrefois, le cheval de Przewalski régnait sur toute l'Europe et une grande partie de l'Asie. Célébré par les hommes préhistoriques qui laissèrent des centaines de leurs représentations dans les grottes, ce petit cheval sauvage disparaît complètement au XIXe siècle. Après des années passées en Afrique à soigner les grands fauves du delta de l'Okavango, Patrice Longour a eu l'idée de réintroduire ces chevaux dans leur habitat d'origine. Son extraordinaire pari est aujourd'hui réussi. Pour la première fois sur notre continent, les chevaux de Przewalski partagent à nouveau leur territoire ancestral avec des espèces plus communes ici, comme les cerfs, les chevreuils ou les sangliers. Alors là, tu m'emmènes où? Ben, on va aller contrôler un jeune qui est né cette nuit. Un poulain de Przewalski, petit chevaux sauvage qui était représenté sur les grottes en France. Là, on peut s'approcher comme ça. S'approcher jusqu'aux arbres, c'est tout. Parce que si tu veux, l'idée, c'est qu'il ne faut pas perturber les adultes, parce qu'à ce moment-là, les adultes sont un peu bizarres des fois. Quand il y a un nouvel arrivant dans le groupe, même si c'est un poulain, les adultes peuvent avoir des comportements un peu violents. Bérangère découvre ce poulain de Przewalski, première naissance de l'année. Cet animal est fragile, ses premiers pas dans la vie ne sont pas sans danger. Tu vois, la jument, l'air de rien, elle a vu que le petit est tombé, voilà. Elle dit à tout le monde, casse-toi, elle va tourner les fesses. Elle sent que le petit n'est pas costaud. Donc ça veut dire qu'il est né il y a 8 heures à peu près. Ça a été difficile de les réintroduire. Bah, c'était un pari parce que si tu veux, le problème c'est que ces chevaux, comme ils étaient dans les eaux, jusqu'en 1990 en gros, il a fallu que certaines associations les sortent des eaux, les mettent dans les centres de réhabilitation entre chevaux pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Et nous, on a été les premiers à les prendre. Mais de les avoir mis comme ça ensemble, brutalement, en plus avec des bisons
des cerfs, des chamois, un choc, etc. C'était... Ouais. Et si tu veux, au départ, c'est vraiment l'animal de la réserve qui a le plus à caractère, parce que justement, il a perdu ce caractère sauvage, donc avec tout l'apprentissage, ça veut dire. Donc, c'est pas partager son territoire, donc il cherche la bagarre. Alors, quand il cherche la bagarre à un chevreuil ou un sanglier, c'est pas grave. Quand il cherche un bison, voilà. Donc, ça a été difficile. À leur arrivée en novembre 2005, les premiers chevaux de Przewalski paraissaient perdus. Aujourd'hui, le domaine compte une vingtaine de spécimens. Allez, on va au bison. Ouais, on va aller voir ça. Le bison d'Europe, en tout cas, parce qu'en France, hein, on l'a oublié parce qu'il était partout. Et puis, il a progressivement disparu pour n'être plus présent à la fin du XVIIIe siècle que dans ce qui est l'actuel, les pays de l'Est, là, genre en Pologne, Ukraine, Biélorussie, Russie. Ouais. À la fin de la Première Guerre mondiale, ce bison-là, donc le bison d'Europe, avait entièrement disparu. Il a été reconstitué par les Polonais à partir de 7 individus détenus dans les eaux. Donc tous ces animaux que tu as devant toi, ils descendent de 7 individus prélevés dans des eaux. On a amené 13 bisons de Pologne, sous dérogation internationale. Pour en avoir combien aujourd'hui? Voilà, là on est à plus de 50 et on en a sorti une quinzaine qu'on a exportées dans des parcs nationaux. Donc on a une population qui grandit très vite. C'est très positif alors. Oui.